Lisbonne et la gestion des eaux, c'est toute une histoire. Au XVIIIe siècle, cet aqueduc est construit. Il va permettre le développement de la cité, jusque-là confrontée à des pénuries d'eau importantes. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'eau est aussi synonyme de catastrophe, avec des inondations dramatiques. Actuellement, un vaste chantier est en cours pour contenir les effets de ces épisodes de pluie. Depuis plus de 7 siècles, la vie s'écoule ici dans le quartier d'Alfama, au son de la fontaine dite de l'intérieur. C'est le berceau de Lisbonne, une vie rendue possible par une nappe phréatique et son captage dès le XIIIe siècle. Les fontaines étaient un point de rencontre. Elles étaient la vie, ici à Alfama, sur cette colline, la colline du château, où la vie à Lisbonne a commencé. C'est ici que Lisbonne est née, car il y avait de l'eau, et donc il y avait toujours des familles près des points d'eau. C'est là que les enfants jouaient. Au pied de la colline d'Alfama, sous le château Saint-Georges, surplombant le Tage, se trouve aussi la fontaine du roi, qui n'est plus alimentée aujourd'hui. Elle possédait 6 becs, chacun étant dédié à une catégorie de population en fonction des classes sociales. C'était l'un des principaux points d'eau de la ville. Au XVIIIe siècle, la partie occidentale de Lisbonne va se développer grâce à l'arrivée de l'eau et l'implantation d'une trentaine de fontaines, comme celle du Rato. C'est l'aqueduc des Eaux Libres qui va alimenter Lisbonne jusqu'en 1974. 65 mètres de hauteur au-dessus du Val d'Alcantara, c'est aujourd'hui la pièce maîtresse du musée de l'eau. L'aqueduc a été construit pour tenter de résoudre le problème de pénurie d'eau. La ville était en pleine expansion, la population augmentait. Effectivement, le roi Dom Juan V, à l'époque où il était au pouvoir, a finalement compris le problème. C'était pas seulement un problème du XVIIIe siècle, c'était plus ancien. Mais à ce moment-là, c'était grave. Ils ont compris qu'il fallait de l'eau à Lisbonne. Ils ont donc profité des sources existantes. Il y avait de nombreuses sources. L'aqueduc était alimenté par 77 sources. L'eau circulait dans des rigoles latérales de part et d'autre du cheminement destiné à l'entretien. Des canalisations couvertes pour protéger la précieuse ressource des impuretés et de l'évaporation. Avant la construction de l'aqueduc, une famille avait accès à 6 litres d'eau. Après la construction de l'aqueduc, dans un premier temps, c'était 7 litres et demi. Et à la fin, 14 litres par personne. Donc, on voit déjà une grande différence. Actuellement, à Lisbonne et en Europe en moyenne, le consommateur utilise 136 litres par personne. C'est un bien précieux et rare. 55 km de galeries pour acheminer l'eau depuis Sintra. Sous la dictature, les hommes de la police politique les utilisaient pour se déplacer discrètement. Aériens ou souterrains, avec des architectures variées, les tunnels pénètrent jusqu'au cœur de la ville, jusqu'à la pièce maîtresse du dispositif, le réservoir principal de Mãe das Águas, la mer des eaux. Un bassin de 7,50 mètres de profondeur, d'une capacité de 5500 mètres cubes, dessiné par l'architecte militaire hongrois Carlos Mardel. Ce n'est pas un réservoir typique. C'est un réservoir dont l'architecture ressemble presque à celle d'une église ou d'un temple. Au fond, c'est aussi pour mettre l'eau en valeur. C'est un temple de l'eau, en ajoutant à ce système fonctionnel une composante esthétique très forte. Ça fait partie de l'époque. Ça fait partie du règne de Dom Juan V. Il aimait rendre ses œuvres emblématiques. Depuis le réservoir, à partir de 1867, l'eau arrivait directement dans les maisons. L'une des portes de l'aqueduc s'ouvre sur la terrasse de San Pedro de Alcantara et sa vue sur la partie orientale de la ville
où Lisbonne s'est développée autour de ses premières fontaines. Si l'eau permet la vie, elle peut aussi apporter le chaos. Très régulièrement, la basse ville de Lisbonne est submergée, comme ici en 2022. 115 inondations en 150 ans. Et comme pour amener l'eau au XVIIIe siècle, on creuse un tunnel pour s'en débarrasser. Cet engin grignote les collines de Lisbonne. Au point mort depuis une vingtaine d'années, le plan de drainage de la capitale est enfin en cours d'exécution. Un chantier monumental, l'un des plus importants en Europe. 6 km de tunnel pour évacuer l'eau des intempéries vers le fleuve. 700 ouvriers se relaient 24 heures sur 24, livraison prévue en 2026. Vous avez de l'eau? Philippa Rosetta est la conseillère municipale chargée du dossier. Dans la ville aux 7 collines, dont la morphologie favorise les inondations, la municipalité a privilégié une approche globale. Ce que la ville essaie de faire, c'est de prévenir les inondations dans la zone basse. C'est une situation qui va résoudre les pics les plus accentués. Mais la ville construit également de nombreux bassins de rétention, qui sont des zones d'espaces verts qui vont retenir l'eau dans toute la ville, pour empêcher que l'eau atteigne les égouts et le système de drainage. C'est une partie très importante que nous développons. Nous y consacrons beaucoup d'attention. Stocker, mais aussi recycler, y compris les eaux usées pour leur donner une deuxième vie. C'est dans la station d'épuration de Beirolas, qui traite les rejets de 213 000 habitants, que se déroule une opération pilote. Ici, des traitements supplémentaires permettent d'obtenir Agua Mais, eau plus, une eau dépolluée, utilisable pour l'irrigation, la voirie ou l'industrie, comme le prévoit la réglementation européenne. Cette eau est à la fin du processus de traitement. C'est une eau de classe A et elle est prête à être utilisée. Sur les 54 000 mètres cubes traités chaque jour ici, 4 500 sont réutilisés. La plupart pour l'arrosage des parcs voisins de l'usine. Le Portugal recycle 2,7% de ses eaux usées. C'est encore très loin des 8% de l'Italie ou des 14% de l'Espagne. Mais ce ne sont que les balbutiements. Nous avons commencé ce processus relativement récemment au Portugal. Et l'objectif est qu'il augmente de manière exponentielle. Il n'est pas nécessaire d'arroser les jardins avec de l'eau potable. Il n'est pas nécessaire de laver les rues avec de l'eau potable. Le chemin que nous empruntons est d'augmenter la capacité de production et aussi la capacité d'utilisation. Pour cela, il est très important que les agents économiques, les acteurs de l'agriculture et les municipalités s'inscrivent dans cette logique, ce qu'ils commencent à faire progressivement pour pouvoir utiliser cette eau qui a une seconde vie après que nous l'avons bue. Et dans les années qui arrivent, ce ne sera certainement pas du luxe. Car au Portugal comme ailleurs, les sécheresses sont et seront de plus en plus fréquentes. Habituelles au sud, elles touchent désormais tout le pays, y compris Lisbonne. Les inondations, elles aussi, seront plus nombreuses. Selon ce climatologue de l'Université de Lisbonne, les deux phénomènes sont étroitement liés. Si les pluies apparaissent après une période sèche et se produisent avec grande intensité, le sol est sans protection, avec peu de végétation. Les particules du sol sont plus désagrégées et il y a tendance à plus d'érosion et à ce que les matériaux soient transportés vers le lit des cours d'eau. Il y a clairement une relation entre les sécheresses et les inondations, l'une à cause du manque d'eau et l'autre à cause de l'excès d'eau. Mais elles se produisent dans des contextes qui peuvent être liés au changement climatique. Le plan de drainage de Lisbonne est dimensionné pour des crues centenales, mais la ville n'est pas à l'abri de précipitations plus importantes. Mais Lisbonne et l'eau, c'est aussi une histoire de résilience. L'aqueduc des eaux libres a été l'un des rares ouvrages à survivre au terrible tremblement de terre de 1755.